premiers apprenants. Et sans plus tarder, on va passer au thème principal de ce soir, qui sont les erreurs à éviter lors de la thèse. Voilà. Et comme il a dit, moi, c'est Dr Nguyen Ulrich. Je suis actuellement en spécialité de dermatologie, vénérologie à Abidjan. Et je fais office de moniteur au niveau du BRM, mais aussi j'encadre les thésards et les résidents à Abidjan. Bon, ce que je faisais déjà au Cameroun. Bon, à la suite du docteur Léo Feuzeux, on va donc entrer dans le vif du sujet. Alors, pour reformuler un peu la question, quand on parle des erreurs à éviter, la question peut être posée autrement. Je veux faire un bon travail de mémoire ou de thèse. Que dois-je faire? Quels sont les pièges à éviter? Quelques citations pour commencer déjà, pour dire que ne pas planifier, c'est planifier son échec. Et un auteur disait, la chance sourit aux esprits bien préparés. En fait, la réussite n'est pas un hasard, elle se prépare. Ça veut dire quoi? Si on ne planifie pas réussir, si nous ne mettons pas tout de notre côté pour réussir, c'est sûr, on va échouer. Même si ce n'est pas ce qui est dit de façon implicite. Donc, exactement, ce webinaire est un peu dans cette optique-là, pour pouvoir vous donner quelques petites astuces pour éviter certains pièges. Le plan de notre présentation, ce sera un peu de façon chronologique, les erreurs avant le début du mémoire ou de la thèse, les erreurs à la phase initiale de la recherche, à la phase de conception, à la phase de rédaction, à la phase de soutenance. Et enfin, on va finir par quelques conseils généraux. Donc, le point numéro 1, c'est les erreurs avant la phase initiale de la recherche. La première erreur, enfin l'une des erreurs qu'on fait souvent, c'est commencer la thèse ou le mémoire un peu tard. On se dit souvent, on a beaucoup de temps, ou bien on va le faire rapidement et on va soutenir. Mais c'est une erreur grave parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on sera amené dans la précipitation et dans le stress à faire ce qu'on appelle le plagiat, c'est-à-dire de recopier un auteur, de recopier des livres ou des mémoires sans toutefois les citer. Et ce qu'on fait aussi souvent lorsqu'on a commencé le travail tard, c'est qu'on fait des travaux qui n'ont pas vraiment un intérêt. Si on commence tôt, on peut se poser, choisir son travail, bien le préparer et bien le mener. Mais si on vient tard, très souvent, on va être poussé parfois à prendre des sujets faisables rapidement. Par exemple, faire rapidement un CAP, alors que le CAP, par exemple, c'est une étude qui demande souvent de bien la préparer, ou bien de faire une étude rapidement dans sa chambre, ou de plagier. Bref, il y a beaucoup de petites fautes là qu'on fait parce qu'on est dans la précipitation. Bon, très souvent aussi, il y a des personnes qui ont cette habitude-là d'être adeptes de la dernière minute. Et bon, c'est un défaut qu'il faut corriger. Commencer tard aussi a d'autres inconvénients, comme par exemple les coquilles. Les coquilles, c'est quoi? C'est les erreurs. Les erreurs, même les erreurs de frappe, les erreurs de grammaire, les erreurs d'orthographe. Une personne qui a commencé tard, très souvent à la fin, va déposer son travail à moins un jour ou bien la veille même de la soutenance. Et vous voyez, lorsqu'on lit votre travail, on voit qu'il y a beaucoup de coquilles. Ça diminue votre prestance. On dit, il ne sait pas écrire le français. Comment est-ce qu'il peut être un bon chercheur? Et c'est des petites choses comme ça qui vont diminuer votre note globale de la thèse. Une erreur qu'on fait aussi très souvent, et je crois que le docteur Léo a bien insisté là-dessus, choisir un encadreur qui n'est pas disponible. Avoir un encadreur disponible devrait être un critère de choix, devrait être un point important pour commencer le mémoire. Parce que s'il n'est pas disponible, vous risquez de vous engager dans un travail et le faire finalement tout seul. Et comme on le verra plus loin, faire un travail, faire une recherche
sans savoir les principes de la recherche, c'est s'engager. C'est un peu comme un médecin ou bien un profane qui veut poser un diagnostic sans avoir appris à poser un diagnostic, ou alors un chirurgien qui veut faire une opération chirurgicale sans avoir appris une opération chirurgicale. Une erreur aussi qu'on fait au début, c'est souvent avoir un mauvais objectif de départ. Avant la thèse, souvent des personnes se fixent comme objectif avoir juste une meilleure note. Mais avoir une meilleure note n'est pas forcément un bon objectif. Il est louable de chercher à avoir une meilleure note. Mais il y a des facteurs qu'on ne contrôle souvent pas. Ça peut dépendre des jurys, ça peut dépendre des humeurs du jour. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on commence un travail de recherche, l'intérêt ou bien la motivation qu'on doit se poser, c'est être capable, à la fin de notre exercice de recherche, de pouvoir mener plus tard une recherche. En fait, le but de la recherche pour une personne qui commence la recherche une première fois doit être de pouvoir acquérir les bases de la recherche. Et j'ai mis cette diapositive pour parler du second point, la seconde erreur, ne pas se faire coacher. En fait, ne pas se faire coacher, comme vous voyez à l'image, c'est un peu comme rouler en sens interdit. C'est choisir délibérément d'enfoncer la porte qu'il ne faut pas enfoncer. Vous voyez, vous roulez à contresens, vous risquez de faire un accident. Et c'est très souvent ce qui arrive. Se faire coacher pour une thèse ou bien un mémoire, vraiment, c'est capital. Parce qu'il y a beaucoup de petites choses qu'on ne connaît pas forcément à l'avance. Et quel est le conseil qui en découle? Il faut simplement cliquer sur le bouton conseil de notre cerveau, comme c'est écrit à l'image là. En cliquant sur le bouton conseil, il s'agit en fait de se rapprocher des aînés académiques pour demander conseil par rapport à votre travail, par rapport aux corrections, par rapport à comment faire, comment franchir l'étape 1, l'étape 2. Un autre conseil aussi, c'est se rapprocher des enseignants. Très souvent, on se focalise seulement sur peut-être un seul professeur du domaine, mais on peut aussi aller voir un autre professeur du domaine pour demander conseil. Et puis, s'il est ouvert, il va vous conseiller. Par exemple, en termes de correction du protocole de mémoire ou du protocole de test, qui est la phase qui nous permet d'entrer vraiment dans la recherche. Il est capital aussi de se rapprocher de l'épidémiologiste et du statisticien. Et on verra plus tard aussi l'importance de ces deux dernières entités. En fait, le but est simplement de bien designer le travail avant de commencer. Le second groupe d'erreurs, ce sont les erreurs qu'on commet à la phase initiale du travail, dès qu'on a commencé le travail. Il s'agit de quoi? Le premier sous-groupe ici, c'est se précipiter ou bien c'est mal écrire l'introduction. Se lancer précipitamment pour faire un sujet risque d'être un sujet qui n'est pas forcément pertinent. Très souvent, les personnes ne se posent pas les bonnes questions avant de commencer un sujet. Je veux dire, avant de commencer un sujet, il faut se poser certaines questions. Et c'est ça la recherche. Parce que la recherche doit pouvoir résoudre une question. Un conseil qu'il faut absolument appliquer lorsqu'on commence une recherche, c'est de suivre la structure dite Feiner. Et je crois que le docteur Waff reviendra en profondeur là-dessus par rapport à son exposé qui va consister à la formulation des objectifs de recherche. Déjà, pour brosser un peu rapidement, un sujet Feiner, c'est un sujet qui, lorsqu'on choisit un sujet, on doit se demander si le sujet est faisable, premièrement, si le sujet est intéressant. Que veut dire un sujet intéressant? Un sujet intéressant, on peut le reformuler autrement. Est-ce que quelqu'un est, par exemple, prêt à payer de l'argent pour avoir le résultat de ma recherche? Si je fais une recherche et que ce n'est pas pertinent, probablement, les gens ne voudront pas l'écouter. Et donc, est-ce que quelqu'un est prêt à payer de l'argent pour entrer en possession de mes résultats? Le N pour dire nouvelle. Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce que j'apporte de nouveau à la recherche?
Le E, c'est ethical. Pour dire éthique, il faut respecter les normes éthiques. Et le R, c'est le réalistique pour dire l'étude qu'on fait doit être réalisable. Un point aussi qui est souvent, enfin, une erreur qui arrive souvent dans la précipitation, c'est que parfois, à un moment donné du parcours, on se rend compte que le travail n'est peut-être pas intéressant parce qu'on s'est précipité justement. Et là, on peut avoir des regrets. Là, on peut se dire, ah, j'aurais peut-être dû faire comme ci ou comme cela. Mais si on avait commencé tôt, si on ne s'était pas précipité, si on avait posé des bonnes questions, si on avait suivi la structure finer, probablement qu'on aurait eu à faire un sujet qui est pertinent. Et une erreur commune aussi, à la phase initiale du travail, c'est de mal rédiger les introductions. Donc, c'est une erreur assez fréquente. Dans l'encadrement, on se rend compte que beaucoup d'introductions ne sont pas bien faites. Et c'est aussi un peu dommage. Pourquoi? Parce que l'introduction, comme le résumé, sont un peu comme la barre d'annonce d'un film. Quand vous voyez un film, une barre d'annonce à la télévision, si la télévision choisit les meilleures séquences du film, alors seulement à voir la barre d'annonce, on est attiré pour voir le film en question. Et c'est exactement ça qu'est l'introduction. Si l'introduction est mal rédigée, si le problème est mal posé, quand un lecteur X ouvre votre introduction, quand il lit l'introduction, il classe votre thèse parce qu'il n'a pas envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, parce que vous ne lui avez pas donné l'opportunité d'entrer dans votre thèse. Normalement, lorsqu'on lit votre introduction, on doit avoir l'envie irrésistible d'entrer dans votre sujet. Et comme j'ai dit, le problème qui se pose le plus souvent, c'est le problème de la problématique qui n'est pas souvent suffisamment posée. La problématique, souvent, pour bien la poser, il faut faire une bonne revue de la littérature. Parce que comme la recherche résout un problème, il faut d'abord nous faire une sorte de mini-état des lieux de la question de votre problème dans le contexte qui se pose. Qu'est-ce qui est connu par rapport à un problème X? Qu'est-ce qui n'est pas encore connu? Et de là, lorsqu'on a la frontière entre ce qui est connu et ce qui est inconnu, on peut donc écrire la problématique, on peut donc écrire le problème. Donc, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Si nous travaillons, par exemple, sur, je vais prendre un sujet, le vitiligo, par exemple, ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui est connu sur le vitiligo actuellement au Cameroun? Qu'est-ce qui n'est pas connu? Au Cameroun, par exemple, on peut peut-être avoir des données sur la prévalence du vitiligo, mais on n'a aucune donnée thérapeutique. Enfin, en termes d'études ou bien d'essais cliniques, on peut se dire, voilà, au Cameroun, on a fait des études épidémiologiques, on a donné des prévalences de vitiligo, mais actuellement, il n'y a aucun essai thérapeutique qui est fait dans notre contexte et dont notre étude va s'attacher à faire un essai clinique et retrouver une molécule qui pourrait peut-être aider dans le traitement de cette affection. Donc voilà un peu à chaque fois ce qui doit être fait. Pouvoir à chaque fois nous situer le contexte, montrer ce qui est connu et ce qui n'est pas connu, et enfin de donner la problématique. Une erreur fréquente aussi dans la phase initiale, c'est la procrastination. C'est très simple, vous le savez bien, c'est remettre à demain ce qui est faisable aujourd'hui. Et beaucoup de personnes ont souvent cette manie-là de dire, par exemple, j'ai encore beaucoup de temps, ou bien je vais trouver le temps le week-end. Et comme je dis, parfois, il y a des personnes qui sont vraiment adeptes de la dernière minute. Et d'autres personnes aussi, pour une raison X ou Y, soit il y a de la famille, il faut s'occuper de la famille, soit j'ai les gombos ou bien les petits jobs à faire. Et souvent, ça conduit à interrompre les travaux. Vous commencez un travail et vous avez interrompu au bout de quelques jours. Et sachez que lorsque vous interrompez un travail aujourd'hui, pour 2, 3, 4, 5 jours, il vous sera encore plus difficile d'entrer dans votre travail. En fait, il faut lire plusieurs fois le travail ou bien prendre un temps de lecture plus important pour vous replonger. On ne se rend pas souvent compte de ce que on perd du temps pour relire, pour entrer dans le bain. Or, si vous faites le travail tout le temps, chaque jour, vous entrez facilement dans le bain et vous avancez au fur et à mesure. Et une
un problème assez fréquent aujourd'hui, c'est la distraction hein, avec les réseaux sociaux. Le téléphone, vous voyez là l'image, j'ai mis, j'ai capturé l'écran d'un téléphone, on a 515 messages WhatsApp, 47 Facebook, Instagram, bref, tous les réseaux que vous connaissez là. Avec ça, comment est-ce qu'on peut travailler? Si vous travaillez et vous êtes en train de manipuler le téléphone, c'est sûr qu'au bout de 2 heures, 3 heures, vous avez l'impression que vous n'avez pas évolué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apprendre à bosser régulièrement. Chaque jour, même si c'est 1 à 2 heures, mais il faut surtout se dire, voilà, si j'ai 2 heures de temps, pendant ces 2 heures de temps, j'arrête mon téléphone, par exemple. Une erreur aussi, et je pense que c'est l'une des erreurs les plus graves, ce sont les erreurs de méthodologie. Et le premier point, c'est vraiment mal choisir son type d'étude. Et là encore, je vais faire cette doléance-là, de vraiment toujours se rapprocher d'un épidémiologiste ou bien d'une personne qui a les connaissances pour bien choisir son schéma d'étude. Parce que, comme je vous ai dit au début de notre exposé, mener une recherche sans maîtriser la méthodologie de la recherche est aussi grave que poser un acte médical ou chirurgical qu'on n'a jamais appris dans un contexte où il existe des spécialistes qualifiés pour poser cet acte. Et je vais donc prendre un exemple très fréquent, c'est ce que nous appelons dans notre pratique souvent les cas témoins à l'envers ou bien les cas témoins dans le mauvais sens. Très rapidement, hein, je vous prends un exemple. Supposons qu'une personne veuille savoir les facteurs de risque euh, du cancer du poumon. Supposons qu'il veut savoir si le tabac est un facteur de risque du cancer du poumon. Le meilleur schéma, ce serait de se dire, mais quel est le facteur de risque? Ou bien quel est le facteur étiologique? Bien évidemment, le facteur étiologique, c'est le tabac. Et quelle est la maladie ici? Ici, la maladie, c'est le cancer. Donc, les patients qui doivent être les cas, normalement, si on fait une étude de cas témoins, les patients qui doivent être les cas sont les patients qui ont un cancer du poumon. Et les patients qui sont les témoins sont les patients qui n'ont pas de cancer du poumon. Et puis, dans chacun des groupes, on va interroger par rapport à la présence ou non d'un tabagisme pour pouvoir dire si le tabac est un cancer du poumon ou pas. Mais supposez qu'une personne vienne plus tôt et aille dans un hôpital ou bien dans un village et se met à interroger pour savoir qui fume la cigarette et qui ne fume pas. Donc, il va plutôt constituer deux groupes, un groupe de fumeurs et un groupe de non-fumeurs. Et dans chaque groupe, dans le groupe des fumeurs, il va dire qui a le cancer, qui n'a pas le cancer du poumon. Dans le groupe des non-fumeurs, il va également enquêter qui a le cancer, qui n'a pas le cancer. Ici, il vient de faire une erreur grave. Dans le cas présent, sans s'en rendre compte, il a fait deux mauvais groupes, un groupe de fumeurs et un groupe de non-fumeurs. Donc pour lui, le cas, c'est le fumeur et le témoin, c'est le non-fumeur. Et à la fin de sa recherche, il répond à la question, quelles sont les causes du tabagisme? Peut-être qu'il va répondre que les causes du tabagisme, c'est le cancer du poumon. Vous voyez que c'est une réponse qui n'est pas logique. En réalité, il a fait un cas témoin à l'envers. En fait, il ne va pas se rendre compte qu'il a répondu à la question comme cela. C'est à la fin de l'étude, quand il vient voir pour une expertise, quand on lui explique qu'il se rend compte que, ah, là, j'ai fait un recrutement dans le mauvais sens et il aura fait un cas témoin à l'envers. Et souvent, pour attraper ça, des chercheurs vont appeler ce type d'études études transversales comparatives. Bien évidemment, c'est un type d'étude qui n'existe pas. Donc, j'ai voulu insister vraiment dessus pour dire, quand vous voulez choisir votre type d'étude, vraiment, faites lire votre type d'étude ou bien en discutez-en avec des experts. Et ce point qui est l'absence de calcul de la taille minimale de l'échantillon, vraiment, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Bon, je l'ai constaté avec pas mal de résidents quand même. Et je crois que le docteur Léo aussi a parlé de ça dans sa présentation tout à l'heure. C'est un point très important. Souvent, certains de nos maîtres vont dire, vont estimer qu'une taille de 50 personnes est suffisante pour réaliser une étude. En fait, ce n'est pas
vrai. Je voudrais dire que c'est faux. Parce qu'on dit que ce n'est pas vrai, on a un peu atténué. Ce qu'il faut dire, c'est que le calcul, la taille minimale d'échantillon est important. Ce n'est pas juste pour embêter le chercheur, juste parce qu'on veut avoir beaucoup de personnes. Non, c'est pour vraiment évaluer l'effet de ce qu'on recherche. Et il y a une notion très importante en statistique qu'on appelle l'inférence statistique. Si vous ne calculez pas la taille de l'échantillon, il vous sera difficile de faire l'inférence statistique. L'inférence statistique, c'est quoi? C'est pouvoir appliquer ou bien généraliser notre résultat obtenu dans notre échantillon à l'ensemble de la population. Si par exemple nous travaillons dans une région, on peut se dire, voilà, au niveau du pays, le phénomène est comme ceci ou bien comme cela. Euh, pour les études en épidémiologie, en général les études transversales, le calcul de la taille de l'échantillon va faire appel à ce qu'on appelle les erreurs de type 1, par exemple. Pour vous expliquer un peu l'importance, si je travaille sur, si je veux avoir, par exemple, la prévalence du paludisme à Yaoundé, et je fais un recensement, voilà. C'est-à-dire, j'enquête dans tous les foyers du pays, du Cameroun, ou bien tous les foyers de Yaoundé, alors j'aurai la prévalence exacte du paludisme à Yaoundé. Je fais les bouts de peste à tout le monde, j'aurai sûrement la prévalence exacte du paludisme à Yaoundé. Mais ça demande beaucoup de moyens pour le faire. On peut se dire, il nous faut avoir un échantillon. Et pour fabriquer un échantillon, il nous faut respecter des principes. L'échantillon va nous permettre d'avoir une taille qui nous permettra de ne pas beaucoup dépenser, ou bien de dépenser quand même, mais pas autant que pour un recensement. Et avec une taille minimale d'échantillon, on pourra appliquer le résultat à toute la population de Yaoundé. Si je prends, par exemple, une précision, je suppose, de 10%, je peux trouver une taille de l'échantillon, par exemple, de 200 patients, c'est un exemple. Et avec cette taille de 200 patients, je peux avoir une prévalence du paludisme, par exemple, de 20% de la population de Yaoundé. Mais le fait de calculer à l'avance d'utiliser une précision nous permettra de calculer ce qu'on appelle un intervalle de confiance. J'aurai par exemple le résultat suivant. La prévalence du paludisme est de 20% avec un intervalle de confiance de peut-être 17 à 21%. Pour dire que la vraie prévalence du paludisme à Yaoundé se situe entre 17 et 20%. Voilà un peu le rôle du calcul de la taille de l'échantillon et de l'intervalle de confiance qui suit. Je ne peux pas travailler sur toute la population, mais au moins à partir de mon échantillon et de ma précision initiale, j'aurai une prévalence, comme par exemple 20%, mais je pourrais calculer aussi l'intervalle de confiance. Et cet intervalle de confiance-là me permet de donner quand même une estimation de la vraie prévalence du paludisme à Yaoundé. Et c'est ça le rôle de la précision, en fait, et du calcul. Si je diminue encore la précision, parce que plus je diminue la précision, plus je diminue l'erreur de type 1, et plus il y a un résultat fiable. Si je prends une précision, tout à l'heure, j'ai pris une précision de 10%. Si je prends une précision de 1%, je calcule la taille de l'échantillon, je peux avoir une taille d'échantillon de 1000 participants, et avoir une prévalence toujours de 20%, mais dans ce cas-là, l'intervalle de confiance sera encore plus fin. Au lieu d'avoir un intervalle de confiance de 17 à 20, de 17 à 21% par exemple, j'aurai un intervalle de confiance de, par exemple, 18,5 à 19,5%. Vous voyez, plus on augmente la précision dans le calcul de la taille d'échantillon, plus l'intervalle de confiance est fin. Dit par exemple que la population, la prévalence du paludisme à Yaoundé est de 20% avec un intervalle de confiance variant entre 19,5% et 21,5%. Vous voyez, c'est un résultat qui est fin. La vraie prévalence du paludisme se situe entre 19,5% et 21,5%. En fait, c'est ça le rôle du calcul de la taille de l'échantillon, de pouvoir partir de notre résultat et de pouvoir donner un résultat d'une population générale, de pouvoir généraliser notre résultat à la population générale. Et c'est pareil, en fait, pour les études interventionnelles, pour les études cas témoins. Dans l'étude cas témoins, on aura besoin d'avoir une estimation de l'erreur de type 1 et une estimation de l'erreur de type 2, c'est-à-dire la
précision et la puissance pour calculer une taille de l'échantillon et avoir un résultat qu'on peut exploiter parce qu'on pourra appliquer à l'ensemble de la population générale. Ce qui n'est pas vrai si on n'a pas calculé une taille de l'échantillon. En fait, travailler sans calculer une taille de l'échantillon, c'est perdre vraiment beaucoup de temps. En fait, c'est un gâchis en recherche parce que vous faites un travail et après, on ne peut pas généraliser. En fait, vous l'avez fait pour rien puisque votre résultat ne sera applicable qu'à votre hôpital, par exemple, mais pas à toute une population, une région, un pays ou un continent. Une erreur fréquente aussi, c'est le référencement manuel. Ici, vraiment, c'est un véritable casse-tête. Vous voyez le bonhomme à l'image là, il est vraiment perturbé. Pour ceux qui ont déjà commencé à faire leur mémoire, enfin, qui ont déjà eu à faire la thèse et qui sont en train de vouloir faire le mémoire, ils savent de quoi il est question. Ou bien, pour des gens qui ont déjà eu à mener une recherche et à faire des références, ils savent que c'est vraiment difficile de faire les références d'une thèse, surtout lorsqu'on le fait manuellement. En fait, le problème qui va se poser, c'est qu'on va perdre beaucoup de temps pour mettre les références et même ayant mis les références, il y aura beaucoup d'erreurs de correspondance. La référence numéro 1 ou la référence numéro 5 ne sera pas forcément ce qui est au niveau des archives, au niveau de la partie référence dans le texte. Et lorsqu'on veut changer une référence dans le document, c'est vraiment fastidieux, c'est vraiment difficile. Vous savez que dans la norme de référence Vancouver, il faut numéroter les références par ordre d'apparition dans le test. Si par exemple, je mets par exemple la référence numéro 1, 2 et 3 jusqu'à 20 et qu'à un moment donné, je veux insérer une référence entre la référence numéro 2 et la référence numéro 3, il va falloir euh, changer le numéro de chaque référence. Si je mets une référence entre la 2 et la 3, la référence numéro 3 doit devenir 4, la référence numéro 4 devenir 5, ainsi de suite jusqu'à la fin. Vous voyez, par exemple, si vous avez la référence numéro 5 dans le texte 6 fois, vous devez changer les 5 là en 6, ces 6 fois-là, ainsi de suite pour chaque référence. Ça devient vraiment un casse-tête et un photo. Ce qui fait qu'à la fin, ceux qui ont fait un référencement manuel, très souvent, il y a un problème de correspondance. Ce que vous avez dit dans le texte n'est pas vraiment ce qui est au niveau de la référence. Et quand on va au niveau du chapitre des références, ça ne correspond vraiment pas. L'astuce ici, vraiment, c'est de pouvoir utiliser un logiciel. Donc, s'il y a vraiment un conseil à retenir aujourd'hui par rapport aux références, retenez que quand vous allez faire vos références, utilisez un logiciel, de préférence Zotero. Parce qu'avec ce logiciel-là, vous pouvez faire vos références de façon automatique, les mettre à jour, changer les références comme vous voulez. Et plus encore, vous pouvez enregistrer vos références en ligne dans le site que Zotero vous proposera. Et si vous avez même un problème de machine, vous pouvez continuer à insérer vos références sur une autre machine parce que vos références sont conservées en ligne. Et croyez-moi, ce logiciel vous permet de gagner beaucoup de temps. Une erreur aussi fréquente, c'est d'utiliser, et ça on le voit beaucoup dans les mémoires et les thèses, d'utiliser vraiment la littérature grise. Lorsqu'on demande de faire les références, de citer des personnes ou des publications, beaucoup de fois on voit des thèses, on voit des rapports non publiés, parfois même des personnes citent des blogs ou bien Wikipédia. Vraiment, ce sont des choses qui vont, lors de la correction de votre travail par le jury, ça va diminuer la qualité de votre travail. En fait, lorsqu'on voit par exemple Wikipédia ou bien le nom d'un blog, franchement, ça remet en question tout ce que vous avez fait comme travail, même si votre travail était de bonne qualité. Donc, de grâce, il faut vraiment éviter les thèses et tout ce qui n'est pas recommandé pendant la phase de revue, de recherche d'articles. Et un conseil aussi, il faut savoir que beaucoup de journaux refusent des articles vieux de plus de 10 ans. Donc ça aussi, il faut avoir ça en l'esprit. Donc quand vous faites de la recherche, essayez d'utiliser les articles les plus récents. Donc le conseil ici, c'est d'utiliser les articles des revues
de citer les sociétés savantes, par exemple la société de gynéco-obstétrique, et je vais citer quoi encore, l'OMS, citer des références sûres que tout le monde peut admettre. Et lorsque vous faites la revue, la recherche de sources documentaires, utilisez les moteurs de recherche sûrs aussi, comme Google Scholar, PubMed ou Inari. Et il y a une question qui revient très souvent. Docteur, je n'ai pas réussi à avoir les articles. En fait, la question, c'est comment vous cherchez les articles? Comment les retrouver? Pour les retrouver, il faut les chercher où ils se trouvent. Ils se trouvent dans ces moteurs de recherche-là. Un conseil, mettez juste les mots-clés. Les mots-clés, c'est les mots les plus importants dont on ne peut pas se passer par rapport à un sujet. Il y a les mots comme « et », « là », les articles qui ne servent à rien lorsque vous faites la recherche d'articles. Mettez les mots importants. Un autre conseil, vraiment, c'est de faire la recherche d'articles en anglais. Pour ceux qui sortent bien en anglais, vraiment, c'est la meilleure option. Très souvent, quand quelqu'un me dit « Ah, je ne parviens pas à retrouver des articles », ce que je fais, je vais traduire en anglais, tout simplement. Et si j'avais 5 articles en français, en anglais, j'en aurais 15 ou 20. C'est vraiment souvent très, très frustrant, mais c'est très efficace de faire la recherche d'articles en anglais. Et en cela, nous passons au point numéro 3, qui sont les erreurs de la phase de collecte des données. Et les 10 erreurs du questionnaire. À la phase de collecte, il y a un questionnaire qu'on établit. Et comme l'auteur Léo nous a dit, il faut pré-tester, voilà, c'est les outils importants. Mais il faut surtout ne pas oublier des choses clés, comme par exemple rendre les fiches anonymes. Lorsqu'on met le nom du participant sur la fiche, voilà, il se pose un problème de confidentialité. Si vos fiches se perdent, quelqu'un pourra retrouver le nom de la personne sur votre fiche et ce n'est pas bon. Numéroter la fiche. Beaucoup de fois, les fiches ne sont pas numérotées. Il faut toujours avoir un numéro de fiche. Il y a des questions qui sont posées, des questions à réponse ouverte, qui posent souvent beaucoup de problèmes lors de l'analyse statistique. Je prends un exemple. Par exemple, on peut dire le lieu de recrutement. Le lieu de recrutement, on laisse ça ouvert. La personne va remplir, par exemple, le CHU, il va remplir l'hôpital général de Douala, il va remplir en toutes lettres ce qu'il veut. Ça, ce n'est pas recommandé. Ce qui est recommandé, c'est de pouvoir dire, de pouvoir numéroter les réponses, les modalités de réponse. De dire 1, CHU, 2, hôpital général, 3, CMA. En fait, chaque réponse doit être numérotée pour éviter des difficultés pendant l'analyse statistique. Il y a aussi un problème qui se pose souvent dans la fiche de collecte avec les variables quantitatives. Ça entraîne souvent de grosses pertes d'informations en termes de caractéristiques de tendance centrale et de dispersion. Imaginez un peu qu'une personne mette sur sa fiche, comme c'est souvent le cas, âge du patient. 1, 0, 10 ans. 2, 10 à 20 ans. 3, 20 à 40 ans. Ce sont des erreurs fréquentes, mais à la fin, lorsqu'il faudra analyser, on ne pourra plus faire le calcul de la moyenne, par exemple, d'âge des patients. On ne pourra pas donner les cas types, on ne pourra pas donner la médiane et non plus l'intervalle interquartile et même les extrêmes. Vous voyez, c'est une grosse perte d'informations. Donc, concernant les variables quantitatives, ce qu'il faut faire, c'est la laisser carrément ouverte et remplir la valeur exacte, le poids, la taille, etc. Le quatrième point de la diapositive, c'est les expressions vagues. Lorsque vous formulez une question, formulez la question de façon claire pour tout le monde. Est-ce que vous avez fréquemment mal à la tête? Fréquemment, vraiment, c'est très vague. Il serait plutôt mieux de dire combien de fois dans la journée avez-vous eu les céphalées? Voilà une question qui est un peu plus précise. Voilà. Les questions doivent aussi être assez pointues pour ne pas aborder 2 questions à la fois. Êtes-vous hypertendu ou diabétique? Formulez une question. Êtes-vous hypertendu? Oui, non. Êtes-vous diabétique? Oui, non. La nature des réponses aussi, il faut la préciser. Quand on dit âge du patient, est-ce que c'est en jour, est-ce que c'est en mois, est-ce que c'est en année? Toujours mettre entre parenthèses mois, année, ça permet de préciser la question. Et enfin, il ne faut surtout pas calculer pendant la collecte des données.
S'il vous plaît, il y a une personne qui a un micro allumé. Voilà. C'est mieux de l'éteindre, s'il vous plaît. Quand vous faites le remplissage des variables, évitez de calculer les variables comme l'IMC, le débit de filtration glomérulaire. Tout ce qui est score, ce n'est pas important de le calculer. On peut le faire de façon automatique pendant la conception du masque de saisie ou encore pendant l'analyse. Le plus important, c'est d'avoir, par exemple, pour l'IMC, prévoir la taille, prévoir le poids. Et puis, on pourra faire le poids sur la taille au carré pendant l'analyse statistique. Pareil pour tout ce qui est score, tout ce qui est calculable, laissez le logiciel le faire. Question d'éviter de faire beaucoup d'erreurs. Et cette diapositive, vous voyez là, c'est une personne qui est dépassée. En fait, lorsque on a collecté les données, si elles sont mal collectées, le statisticien ne pourra pas faire la magie. En fait, les données mal connectées ne peuvent pas être corrigées par l'analyse statistique. Et avant de passer cette diapositive, il y a aussi une erreur très fréquente de la fiche qui est souvent qui consiste souvent à mal formuler les variables qui ne sont pas mutuellement exclusives. Je prends un exemple facile à comprendre encore. Par exemple, le motif de consultation. Motif de consultation, on va mettre 1, fièvre, 2, diarrhée, 3, vomissement, 4, ainsi de suite. Mais si un patient a à la fois la fièvre et la diarrhée, on va cocher 1 et 3. Mais sur le plan logiciel, ce ne sera pas analysable. Il serait plutôt mieux, lorsqu'on sait qu'un patient peut avoir plusieurs modalités de réponse, de formuler les questions de façon indépendante, de les transformer en oui et non. Par exemple, faire un chapitre motif de consultation, de mettre 1, fièvre, oui, non. 2, diarrhée, oui, non. 3, constipation, oui, non. Pour qu'après, ce soit facile à analyser. Mais que faut-il faire en fait pour éviter toutes ces questions, tous ces problèmes de la fiche technique? C'est très simple. Une seule chose à faire, c'est de faire valider sa fiche. Vraiment, c'est capital. C'est un message à retenir pour ce soir. Toujours faire valider sa fiche par le statisticien ou bien par un épidémiologiste avant de commencer le recrutement. C'est la seule chose à faire. Et puis là, je vous mets comme ça à l'écran. Ici, c'est un papier, un prospectus, où j'énonçais un peu les 10 pièges récurrents du questionnaire. Et ça m'a permis quand même, pendant ce petit temps à Abidjan, de récupérer pas mal de fiches, de pouvoir les corriger et les ajuster. Le point numéro 4, ce sont les erreurs que l'on fait pendant la phase de rédaction. Ici, c'est essentiellement le style d'écriture. Souvent, pendant l'écriture de la thèse, le style est vraiment lourd. Et quand le style est lourd, c'est-à-dire quand le style est difficile à comprendre, vous êtes un peu, on va dire, vous êtes non citable. Quelqu'un ne peut pas lire votre thèse ou votre article, copier votre préface pour aller mettre dans son document. Parce que lorsqu'on fait la recherche, très souvent, on parle des appuis, des articles et des thèses. Mais si vous copiez un article a un style trop lourd qui n'est pas compréhensible, on ne peut pas le copier. Donc, si vous écrivez avec un style lourd, on ne pourra pas vous citer, on ne pourra pas vous copier. Et même si vous faites la thèse du siècle, si personne ne vous comprend, ça ne sert à rien. Et un auteur disait, soyez intelligible avant d'être intelligent, afin d'être citable par d'autres auteurs. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Je crois que cette citation-là, la quasi-totalité des personnes ici le comprendraient. Essayez d'être très simple dans l'écriture. Sujet, verbe, complément. Les phrases de 3, 4, 5, 6 lignes, vraiment, c'est difficile à comprendre et ça vous rend non citable. Alors, les erreurs de la phase de soutenance. Ici, je vais commencer en disant, si vous faites un bon plat de nourriture, mais vous le présentez mal, c'est pas appétissant. En fait, c'est un échec. Vous faites un très bon bongo chobi, c'est pas quoi, un très bon attiqué pour les Ivoiriens, mais vous le mettez dans un plat qui est sale, sur une table sale,
un environnement insalubre, vraiment, personne n'aura l'appétit pour le manger. Or, si le plat n'est pas forcément très bon, mais il est très bien présenté, très bien orné, mais tu as envie de manger, de goûter, et puis, même si après. Juste pour dire que la majorité des présentations ou bien des PowerPoint que nous faisons sont insupportables et donnent envie de dormir. En fait, nous sommes, sans le savoir, des assassins de nos différents jurys. On voit à l'écran un monsieur qui dort, d'autres qui sont pratiquement couchés au sol. On a envie de demander un lit, se coucher, dormir suffisamment, et lorsque vous avez fini, on dit ouf, il a fini son blablabla. Peut-être c'est un problème de négligence, peut-être c'est un problème de principe. En fait, il ne faut pas considérer le PowerPoint comme une formalité. Il faut donner le meilleur dans le PowerPoint. Le PowerPoint, c'est un show. C'est comme un artiste bien préparé qui vient pour étendre son talent. Le PowerPoint n'est pas la présentation, mais c'est vous, la présentation. Ici, cette diapositive, avec un prospectus aussi, peut-être certains le reconnaîtront, pour montrer un peu quelques astuces qu'on doit implémenter lorsqu'on fait notre PowerPoint. La première astuce, c'est de pouvoir captiver. J'ai mis captiver en 2 points. Captiver par un style à la fois original, attrayant et simple, mais pas le fond, avec un respect scrupuleux des normes en épidémio et en statistique. Mais il faut aussi avoir un peu d'audace pour dominer le jury et votre auditoire par votre éloquence, qui n'est pas seulement verbale, mais qui est aussi gestuelle dans la maîtrise de votre présentation. Parce que comme j'ai dit là, à la diapo précédente, le PowerPoint n'est pas la présentation, mais c'est vous qu'on observe, c'est vous la présentation. Pour finir par quelques petits conseils généraux applicables par tous, il faut toujours dupliquer vos données parce que ça arrive très souvent. Hein. Perdre un ordinateur, ce n'est pas souhaitable, mais pendant l'année qui vient de passer, parmi la trentaine de résidents que j'ai coachés, il y a un justement qui a perdu son ordinateur. Et s'il n'avait pas stocké ces données dans les boîtes mail et les lecteurs USB, il devrait recommencer carrément son travail. Il était pratiquement à la phase de préparation du PowerPoint. Vous vous rendez compte, vous avez fait toute votre recherche et après, vous la perdez en un jour. Donc, c'est hyper important d'avoir toujours ça à l'esprit. Chaque soir, quand je travaille, j'ai fini, j'envoie la base de données dans la boîte mail ou bien je la copie dans mon lecteur USB. Et il faut aussi apprendre à faire le point. Généralement, dans le protocole, il y a une partie chronogramme. Chaque mois, il serait important de faire le point pour se rendre compte, pour savoir si on va arriver au bout, si on va arriver à la soutenance à temps. Il n'est pas question d'être à moins un mois de la soutenance et dire, ah, je n'ai pas encore fini mon protocole ou bien je n'ai pas encore commencé le recrutement. C'est des choses qui doivent se savoir et se faire à l'avance. Que retenir? Donc, je reviens encore sur cette citation qui m'a un peu bercé pendant cette période de préparation parce que c'est un peu le vécu quotidien. Mener une recherche sans maîtriser la méthodologie de la recherche est aussi grave que poser un acte médical ou chirurgical qu'on n'a jamais appris dans un contexte où il existe des spécialistes qualifiés pour poser cet acte. Je pense qu'il serait vraiment dommage qu'un étudiant en première année de médecine aille opérer une hernie et qu'au cours de l'opération de la hernie, la personne décède. Je crois que c'est un peu ce que nous faisons pour nos travaux de recherche. Nous assassinons nos travaux de recherche. Et puis à la fin, il s'est fait trop tard pour les rattraper. Le conseil vraiment, c'est de se rapprocher de nos maîtres et des personnes qui ont quelques connaissances là-dessus pour être sûr d'arriver au bout. Et quelques astuces, comme je l'ai dit au départ, savoir cliquer sur le bouton conseil à toutes les phases de la recherche et demander conseil à la bonne personne, aux bonnes personnes. Éviter vraiment d'enfoncer les mauvaises portes. Enfin, je vais dire d'éviter les sens interdits. C'est ce que j'ai essayé de relever un peu au courant de la présentation. Et enfin, commencer tôt et être déterminé. Je crois que Usain Bolt, que nous connaissons tous, est assez déterminé lorsqu'il fait ses courses. Voilà ici cette dia pour citer quelques références, ma petite expérience personnelle d'accompagnement, le guide pratique de l'initiation à la recherche
du fondateur du BMR, Building Medical Research in Africa, Dr. Guy Wafeu, et puis quelques sources sur Internet. Je pense que déjà avec ce début de conseil et ce que nous verrons encore par la suite, nous serons prêts à démarrer et à marcher vers une thèse ou un mémoire réussi. Je vous remercie.